Et bourgeois, entends-tu passer dans ta rue une parade d'espérance, et qui chante et qui danse, et vogue la galère, le cap sur la bohème, et vogue nos chimères, le cap sur leur Frodène. Y a des cigales dans la fourmilière, et vous ne pouvez rien y faire. Y a des cigales dans la fourmilière, et c'est pour ça que j'espère. Entends-tu passer dans ta rue une parade de scandale? C'est les enfants la balle, et ça jongle et ça crache le feu, et ça fait boum boum dans les oreilles. À votre bon cœur, mesdames et messieurs, à votre bon cœur ou pas, c'est pareil. Y a des cigales dans la fourmilière, et vous ne pouvez rien y faire. Y a des cigales dans la fourmilière, et c'est pour ça que j'espère. Entends-tu passer dans ta rue une parade de fortune? C'est les oiseaux sans plumes, et qui s'acharnent tant bien que mal à vivre comme ils respirent. Quitte à crever la dalle, ils ont tant de choses à dire. Y a des cigales dans la fourmilière, et vous ne pouvez rien y faire. Y a des cigales dans la fourmilière, et c'est pour ça que j'espère. Bourgeois, entends-tu passer dans ta rue une parade de ville en ville? C'est le théâtre du fil, et qui joue dans toutes les langues pour mieux parler de l'amour, pendant que le monde se demande si demain il fera jour. Y a des cigales dans la fourmilière, et vous ne pouvez rien y faire. Y a des cigales dans la fourmilière, et c'est pour ça que j'espère. Sur la même longueur d'onde. Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième émission de Sur la même longueur d'onde. Je suis Manu, animateur du GEM, et je suis vraiment très content d'accueillir et d'avoir à mes côtés 10 adhérents du GEM qui sont dans cette pièce pour cette émission en direct. Et donc aujourd'hui, nous avons autour de la table Tristan. Bonjour Tristan. Bonjour. Donc Tristan, tout à l'heure, tu vas nous faire une petite capsule audio. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots ? Alors ça va être une capsule audio sur le fantasy, l'univers fantasy, en fait de la littérature de l'imaginaire.
Et ça sera sûrement un premier épisode, une introduction. Il y en aura peut-être d'autres que je ferai aussi sur l'univers du fantasy. Et peut-être sur le fantastique. Dans ce cas-là, aujourd'hui, on va surtout faire la différence entre le fantasy et le fantastique. Excellent. Merci Tristan. Et nous avons aussi Nathan avec nous. Oyez, oyez. Nathan, donc tu interviens aussi aujourd'hui dans l'émission. Parfaitement. Qu'est-ce que tu vas nous raconter ? Eh bien, je vais parler un peu de l'histoire de ma discipline qui est l'escrime artistique de spectacle. Donc expliquer qu'est-ce que c'est, comment ça a été créé, qui l'a créé, où, pourquoi j'en fais et qu'est-ce qu'on utilise comme arme et pourquoi est-ce que ça avait de nos jours actuellement. Ok, très bien. Donc on vous reçoit aussi tous les deux aujourd'hui pour parler de vos passions, de vos intérêts, parce que notre émission sert aussi à ça. Nous avons aussi Corentin autour de la table. Bonjour Manu, bonjour tout le monde. C'est toujours avec le même plaisir qu'on se retrouve pour notre dernière émission de vendredi. Oui. Donc toi, Corentin, qu'est-ce que tu vas nous raconter aujourd'hui sur cette émission ? Et comme les dernières fois, je vais présenter la partie questions des auditeurs, car oui, cette fois-ci, il y en a. Oui, on croule sous les questions. Vous êtes formidables. Et donc, nous avons aussi Vincent. Bonjour Manu. Salut Vincent. Donc toi, tu participes, je crois, à la table ovale. Oui, à une table ovale qui sera dédiée à la gestion de l'imprévu que je ferai avec Corentin, Tristan et plein d'autres personnes qui seront présents ici dans l'émission. Ouais, très bien, super. Et pour finir, évidemment, le meilleur pour la fin, voici Aurélie. Bonjour. Aurélie, qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui ? J'en sais rien, on verra. On va faire des imprévus, ça va être marrant. Wow. Voilà, alors aujourd'hui, comme on est très nombreux, en fait, on s'est organisé en deux parties. Vous allez avoir une émission très riche, puisqu'on est une dizaine. Donc voilà, je viens de vous présenter la première partie de l'émission et je vous présenterai les autres sur la seconde partie. Sans plus attendre, le premier élément de notre émission, c'est la table ovale. Et j'ai quelque chose à vous raconter. Ok, installe-toi et parle-nous de tout ça. T'en fais pas, ici on est sur la même longueur d'onde. Bien, dans ce cas, installons-nous autour de cette table ovale. Aurélie, pour cette première table ovale, cette troisième table ovale, ce premier morceau d'émission, la thématique de la journée, ce sera sur la gestion des imprévus. Ou la non-gestion des imprévus. Ah oui, d'accord. Voilà, alors les imprévus, il peut y en avoir beaucoup, comme par exemple débrancher le système de son à un quart d'heure du direct est un imprévu. On n'accusera personne. C'est Manu pour ceux qui ne savent pas. Oui, voilà, j'ai marché sur le câble avant l'émission, mais tout va bien. Voilà, alors dans l'autisme, dans le TSA, donc pour faire un petit rappel, donc c'est une émission qui est donc animée par le GEM TSA de Poitiers. GEM TSA pour les gens qui se sentent concernés ou qui ont un diagnostic d'autisme. Voilà, la gestion des imprévus est une des particularités des TSA. Est-ce que Aurélie, tu peux nous dire pourquoi et qu'est-ce qu'il y a de particulier là-dedans ? Déjà, je fais un rappel, j'ai bien conscience, et quand on est sur le spectre autistique, on a quand même en général conscience que pour tout humain, la gestion d'un imprévu génère au moins de la fatigue, parfois carrément de l'anxiété. Mais une des différences qu'on voit avec les personnes qui sont sur le spectre autistique, c'est la fréquence, l'intensité de l'émotion vécue sur le moment et toutes les conséquences surtout que ça peut avoir, qu'on l'ait géré ou qu'on ne l'ait pas géré d'ailleurs. Et c'est une des raisons pour lesquelles les personnes autistes ont tendance à avoir besoin, consciemment ou non, de routines et de rituels, puisque le monde est considéré, le monde extérieur, souvent comme très chaotique, avec énormément d'imprévus, et que moins il y a d'imprévus, en général, mieux on se sent. En gros. Ouais. J'ai une phrase en tête. Est-ce que c'est vrai que, d'une manière générale, les personnes autistes rêvent d'un monde où les imprévus sont prévus ? Il y en a. Beaucoup. Non, faire une généralité là-dessus, ça va être compliqué. Il arrive souvent que l'on ait tendance à penser, et ça a été mon cas, de penser pendant longtemps que si je catégorisais en imprévu et en imprévu prévu, ça allait m'arranger, ça allait être plus simple à gérer. Et je fais partie des personnes, je rappelle, je ne suis pas la seule, à avoir réussi à modifier ce schéma-là et à beaucoup mieux gérer les imprévus. Mais je ne pourrais pas tout détailler aujourd'hui. Oui, toi, tu as fait tout un travail pour mieux gérer ces imprévus-là. Absolument. On aura peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous exprimer aussi pour toi quels sont les imprévus qui ont pu le plus t'impacter ?
dans ton quotidien? À quelle période de ma vie? Non, je plaisante. Alors, j'ai le souvenir c'était il y a quelques années, avant que je travaille suffisamment justement pour bien gérer ça. Ça avait l'air tout bête. Je vais vous raconter ça, vous allez dire, ah mon Dieu, c'est tout bête. J'allais à la pharmacie prendre un médicament que je prends habituellement, tout le temps à la même date, à la même pharmacie, avec les mêmes personnes. Il n'y a rien qui change. Et ce jour-là, c'est comme une histoire, une aventure, quoi. Ce jour-là, le médicament n'était pas disponible. Et là, vous dites, bah oui, mais la plupart des gens, ils reviennent le lendemain, c'est pas grave. Mais non. C'est-à-dire que dans mon cerveau de personne autiste, déjà, c'était pas la même personne qui m'avait servi. Le médicament n'était pas là. Elle me propose, la personne, de revenir le lendemain ou le jour même, plusieurs heures après. Et là, ça m'a bousillé toute mon organisation. C'est-à-dire que tout était géré tellement à la minute près que là, je n'avais plus de moyens de réorganiser l'entièreté de ma journée avec cette nouvelle information. Ça a créé vraiment... ça a tout bousculé. Et j'en suis arrivée à un point, et pourtant, vous entendez, je parle beaucoup. Oh là, je ne parlais plus. J'étais en incapacité totale de parler. J'ai bredouillé 2 mains. Et puis je suis revenue le lendemain, mais je me suis écroulée tout le reste de la journée. C'était dur. Ok, j'ai l'impression en fait que tu as aussi des routines où tu t'attends à ce que les choses se passent de telle ou telle manière, et quand ça dévie, ça te demande de l'énergie, quoi. Oui, tout à fait. Mais dans tous les domaines. Enfin, c'était le cas en tout cas auparavant. Ok. Et je sais qu'il y a quelque chose qui s'appelle les fonctions exécutives, qui ont une particularité justement dans le cerveau des personnes autistes. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? Tu veux vraiment que je résume? En fait, sur le lien, sur la gestion des imprévus, en fait. Attends, je réfléchis, parce que c'était pas prévu comme question. Si, je t'ai prévenu tout à l'heure à l'émission qu'on allait parler de fonctions exécutives. Ah oui, mais comment je te résume ça? Tu peux essayer de résumer aussi si tu en veux. Non? Oui, mais je l'ai pas prévu. Oui, mais alors toi, t'es pas autiste, donc tu te débrouilles. Voilà. Les fonctions exécutives, c'est un mécanisme qu'on a dans le cerveau qui nous permet notamment la planification. Et dans cette planification, il y a aussi la gestion des changements qui est permise. Et que la gestion des imprévus, pour une personne TSA, ça fait que s'il manque un élément à cette pyramide, tout peut s'effondrer. Et ça, c'est dû aux fonctions exécutives. Oui. C'était bien dit. Merci Manu. Je t'en prie, Aurélie. Non, mais un détail qui a pour moi son importance, c'est que quand il y a un imprévu, toute donnée qui est en plus, alors qu'on est déjà en train d'essayer de gérer un imprévu, est une donnée en plus à traiter dans un chaos qu'on n'a pas encore traité. Je ne sais pas si c'est clair. C'est qu'en fait, des gens très bienveillants, quand on vit un imprévu, peuvent nous proposer une solution, mais comme on n'est pas en état d'y réfléchir, ça nous rajoute un truc auquel penser. Et du coup, ça peut être pire, en fait. Enfin, je sais pas si... tout le monde fait oui, autour de la table, on aurait dû filmer le truc. On parle de tout ça, je pense. Oui, y compris à moi. Hein. Ça, c'est sûr. Mais justement, si tu as envie de raconter une anecdote... Oui, parce que je crois que je dois avoir une anecdote dans laquelle je me souvenais qu'il y avait un moment, je devais avoir une notification parce que... je devais avoir un rendez-vous avec une personne, pour rendre compte, de faire un compte rendu sur les projets professionnels, sauf que j'étais en mode là ça m'arrange pas que ce soit mis à telle date, donc après j'avais envoyé un mail pour demander si c'était possible d'annuler le rendez-vous, étant donné qu'il y avait aussi d'autres c'était j'avais fait ce genre de planification parce que c'était redondant avec une autre forme d'accompagnement. Et puis en fait le jour suivant je m'étais retrouvé dans une situation où en fait j'ai reçu un appel et en fait il se trouvait que j'avais improvisé comme je pouvais avec cette personne parce qu'en fait il a mis le rendez-vous plus tôt et puis en fait tout s'est pas bien passé. Après généralement c'est pas évident à gérer parce que des fois faut... ce que je me suis rendu compte c'est qu'en fait après c'est que de ma propre expérience et mon propre ressenti, c'est qu'en fait c'est dès qu'on est en mode ok, si jamais il y a des imprévus, qu'est-ce que je fais, etc. Quand on fait petit à petit par des petites tâches ou alors peut-être par des exercices de relaxation, on peut faire en sorte de justement atténuer le sentiment d'anxiété en fait.
qui fait qu'on a du mal à prendre des décisions et qu'après on se sent très mal. Moi, j'aimerais rajouter par rapport à la notion de fonction exécutive qu'il y a la notion de timing aussi. Tout est millimétré dans le temps et ça veut dire que quand une action n'a pas fini ou qu'une autre n'a pas commencé, plus exactement, on peut avoir une forme de déphasage entre les compétences que l'on peut avoir à un moment donné. Par exemple, je sais pas, on est censé être à un entretien par exemple et avoir préparé un discours ou des éléments à mettre en place de manière factuelle et concise. Si cette routine-là de timing n'est pas respectée, on peut se trouver dans une situation où on n'en sait même plus ni son adresse ni son prénom des fois. Ça peut être quand même assez costaud, comme le disait Aurélie tout à l'heure, on ne sait plus quoi dire, il n'y a plus aucun son qui peut sortir, ça se manifeste comme ça en fait. Et tout ce qui peut être normalement du commun de l'acquis, de l'usuel, du spontané, là n'est plus du tout. Et ça peut donner des phases où on est perdu, paniqué, angoissé. C'est un état très particulier de déphasage, vraiment. Est-ce que tu as un exemple d'une des dernières fois où ça t'est arrivé ? Oui, donc j'ai des exemples très simples. Par exemple, un coup de fil, ça peut créer ce genre de situation, mais c'est un peu de la triche parce que c'est un élément soudain. Mais sur une journée complète, par exemple, où des rendez-vous sont prévus, il suffit qu'il y ait un retard ou une panne, par exemple la voiture qui démarre pas, ou la dernière fois, ce qui s'était passé, c'est que j'avais rendez-vous au milieu de la ville, il y avait des travaux, je pouvais pas m'y garer, ça a décalé toute ma routine de la journée, j'étais perdu de chez perdu, quoi, et c'était très difficile de raccorder les wagons et d'être à l'instant T présent dans tout ce qui est entreprise sur le reste de la journée. Donc là pour le coup l'autisme peut vraiment se transformer en handicap dans tout ce qu'on entreprend, dans toute la journée du coup. Voilà. Et est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir sur... Tristan, Nathan, est-ce que vous avez des expériences que vous voulez partager autour de ça ? Je suis volontaire. Alors moi personnellement, au niveau imprévu, par exemple, j'ai appris par le biais de mon orthophoniste que par exemple que la prochaine convention de cosplay Pictasia n'aurait pas lieu. Alors quand j'ai lu l'article, alors comme personne n'était ça, c'est là quand j'ai lu la phrase l'association qui organise chaque année Pictasia et Pictapop, Pictageek va être dissoute. Alors j'ai pris au pluriel parce que j'ai cru comprendre que il y aurait plus désormais de Pictasia ou de Pictapop, mais en fait non, ça veut pas dire ça. Et c'est là où j'ai eu la brillantité de faire une capture d'écran et de demander l'avis à mon intelligence artificielle ChatGPT. Et c'est là où elle m'a dit, il n'est pas vraiment dit qu'il n'y aura plus de Pictasia ou de Pictapop. Ça veut dire qu'en fait, on va réélire d'autres personnes pour l'assaut, pour pouvoir prendre en main les conventions. Et elle me dit, ah, ça veut dire ça, d'accord. Donc c'est là où je me suis créé une petite peur bleue pour rien, en me disant qu'en fait, ça veut plutôt dire que d'autres personnes vont prendre en main les rênes de Pictageek et j'en passe. Voilà. Merci. Alors, moi, je voulais juste faire une toute petite différence entre l'imprévu et l'urgence. C'est que dans l'urgence, en fait, je pense pas forcément au problème de l'imprévu. Il va se trouver que... Vas-y, je t'en prie. Pardon, je dis des choses bizarres. Alors, il se trouve qu'en fait, dans l'urgence, je peux ne pas penser à ma routine. C'est-à-dire que, en fait, ce qui va se passer, c'est que, par exemple, je vais avoir un des chiens qui est malade, il va falloir d'urgence que j'aille chez le vétérinaire. Et du coup, c'est même si j'avais des rendez-vous après, en fait, je vais un peu tous les oublier. Je vais me canaliser sur l'urgence qui est tout de suite. Et ensuite, c'est après que la gestion de l'imprévu va me poser problème. Sur le moment, pas vraiment, et même des fois où il y a des gros imprévus, comme par exemple, ça m'est arrivé une fois où on devait aller, on avait un pique-nique près d'un lac, puis après on devait aller manger avec les grands-parents de ma copine à l'époque, et du coup on a crevé sur la route. Extrêmement imprévu. Mais comme c'était une situation d'urgence, en fait, c'est pas ça qui m'a posé problème. Mais en fait, une fois après, parce qu'il fallait qu'on passe faire quelques courses, il fallait qu'on aille à certains endroits, etc., avant d'arriver pour le repas. Puis il allait faire jour, donc on voulait aller se promener. Puis finalement, comme il faisait nuit, on n'y est pas été. On est arrivé en retard au repas. C'est des choses
Moi personnellement, ça me pose pas forcément de problème parce que j'arrive à me refaire une routine dans l'urgence, une routine sur la journée. Même si je change complètement ma routine à cause d'un imprévu, je vais réussir à me refaire rapidement une routine bancale d'urgence, quoi. Voilà. Ok, ça demande de l'énergie pour toi ou c'est quelque chose, si ça t'arrive régulièrement, tous les jours, comment tu prendrais les choses ? Heureusement, ça m'arrive pas tous les jours. Mais enfin, il y a quelque chose qui m'arrive quand même globalement assez souvent, c'est que j'ai des troubles du sommeil et que ça peut m'arriver de pas me réveiller le matin. Du coup, ça crée de l'imprévu, ça crée de l'organisation. Voilà. D'avoir pas mal discuté avec vous, il me semble que le matin, la plupart d'entre vous, voire tout le monde, a sa propre routine calée, quoi. Oui. Alors, je commence, je suis la seule nana, donc je fais ce que je veux. Pour ma part, s'il y a bien une routine que j'ai gardée, parce qu'en fait j'ai travaillé justement la gestion de mes routines et j'en ai gardé très peu. Mais le matin, si on peut ne pas me parler tant que je suis pas réveillée, ça m'arrange. Et non, bien c'est déjà ça en fait. Et me laisser faire, bon je vis toute seule donc ça va, mais me laisser faire ce que j'ai envie de faire dans l'ordre où j'ai envie de le faire. J'ai créé des automatismes qui me permettent de ne pas réfléchir le matin et qui me permettent juste de me réveiller. Et c'est très bien comme ça. Et ça dure combien de temps ? C'est variable, un minimum d'1 heure. Je suis bien à 1h30. Voilà. Corentin, pour finir, est-ce que tu voudrais nous dire... Alors, contrairement à Aurélie, que je trouve intéressant d'avoir pu se libérer de ces carcans-là de la routine, les miennes peuvent durer plusieurs heures sans lesquelles ma journée ne peut strictement pas commencer, en fait, et qui sont une succession d'actions, finalement, qui paraissent insignifiantes, mais qui, moi, me mettent en condition pour bien pouvoir... me sentir dans ma journée et être en pleine maîtrise de tout ce qui va pouvoir se passer, qui sont pas en lien, c'est pas préparer un discours, c'est pas se conditionner à être physiquement prêt à une action, mais c'est simplement un enchaînement qui est toujours le même d'actions dans le même ordre qui me permet d'être conditionné en fait au bon déroulement. Et au début on parlait de fonction exécutive, c'est ça, c'est à la fin de cette routine là, c'est le top départ pour la journée en fait, et ça peut me mettre en retard, ça peut... Moi, si j'arrive pas à aller jusqu'au bout, me dérouter pour le restant de la journée, de la semaine parfois. Enfin, c'est assez envahissant en vrai, quand on ne le maîtrise pas aussi bien qu'Aurélie en tout cas. Vas-y Aurélie. Non, mais j'allais dire, je suis pas un exemple non plus. Hein. mais j'aime bien. Non, mais c'est flatteur, merci. En fait, il y a des fois certains autistes qui ont le souci d'être à la fois autiste et TDAH. Du coup, l'autisme veut qu'on ait une routine, que tout soit carré, que tout soit bien millimétré. Et le TDAH, c'est complètement chaotique. On arrive en retard, on fait n'importe quoi, on n'arrive pas à s'organiser. Du coup, c'est le mélange des deux qui fait parfois un petit peu... Oui. Dans mon cas, ce qui est assez drôle, c'est qu'en fait, au fur et à mesure des années, j'ai l'impression que des fois, c'est une fois que j'ai certains automatismes, je m'en rends même plus compte. Ou alors, je n'y réfléchis pas trop. C'est ça qui fait que des fois... Ouais, c'est intéressant. Alors, merci beaucoup d'avoir participé à cette table ovale. Merci Aurélie, merci Vincent, merci Corentin, merci Nathan et merci Tristan. Avec plaisir. Vous êtes sur Style FM. Style FM, la radio conviviale et pas banale. C'est un régal. C'est pour ça qu'on l'aime. Nous restons avec Tristan et Nathan tout de suite pour une toute nouvelle rubrique. Nous sommes maintenant sur les passions, les intérêts des adhérents. Hey, salut, ça tombe bien que je te vois, j'ai intérêt à te donner. Quoi ? Comment ? T'as intérêt à me donner quoi ? J'ai intérêt à te donner sur mon nièce. Ton nièce ? On dit un neveu, non ? Mais non, j'ai intérêt de donner sur mon disque dur à propos de mon intérêt spécifique, IS. Ah ! Ça te dit d'en savoir plus sur mon nièce ? Yes ! Parle-nous de ton intérêt spécifique. Merci Romain. Alors Romain est à la technique et Romain nous prépare nos jingles qu'on découvre en direct. Alors nous sommes sur les intérêts spécifiques et les passions. Nous allons peut-être voir plus tard quelles peuvent être les différences entre les deux. Mais tout de suite pour commencer, Tristan, parle-nous donc de ton intérêt spécifique et de ta passion.
Bonjour, aujourd'hui je vais te parler de l'univers de littérature qu'on appelle fantasy. Il s'agit d'un des 3 genres principaux de la littérature de l'imaginaire qui comprend entre autres le fantasy, le fantastique et la science-fiction. En effet, le style fantasy ne doit pas être confondu avec le fantastique dont on verra plus tard la différence, et le merveilleux qui relève plutôt des contes et légendes. Bien que ce dernier peut parfois influencer les récits de fantasy, il ne doit pas être confondu avec d'autres homonymes comme la fantasy de musique classique ou encore le fantasme. Bien, maintenant passons à qu'est-ce que le fantasy. Encore aujourd'hui, la définition du genre fantasy est assez nébuleuse et les auteurs ne sont pas tous d'accord entre eux. Mais qu'est-ce qui catégorise la fantasy finalement ? La présence de magie ? Oui, mais dans le fantastique et le merveilleux, il y en a aussi. Une histoire dans une sorte de Moyen-Âge modifié avec de la magie, des créatures légendaires ? Oui et non, c'est ce que l'on croit parfois car une ancienne définition française traduisait ça par médiéval fantastique, car les œuvres les plus connues comme Le Seigneur des Anneaux ou les légendes arthuriennes se passent dans un Moyen-Âge revisité. Mais il existe des sous-genres de fantasy qu'on appelle la fantasy urbaine qui passe dans une époque contemporaine. On peut aussi citer la fantasy uchronique qui revisite d'autres époques comme le 19e siècle par exemple. Alors, l'histoire se passe dans un monde imaginaire et magique, à l'instar de la Terre de Milieu ? Eh bah, pas forcément non plus, car il existe du low fantasy qui se passe sur notre Terre et dont certains lieux sont investis de magie et de créatures. On peut citer le célèbre Harry Potter, qui n'est pas du fantastique, mais bien du low fantasy. A l'inverse, le high fantasy se passe dans un monde imaginaire. On peut aussi citer la porosité avec la science-fiction et les sous-genres de science fantasy, avec les sous-genres de science fantasy ou de space fantasy, ou avec l'horreur et le dark fantasy. Mais du coup, qu'est-ce qui catégorise sans faille la fantasy ? C'est quoi la clé sans contre-exemple ? Rigoureusement, c'est compliqué, mais on va faire simple et on va se concentrer uniquement sur les 3 genres principaux, à savoir l'imaginaire, la fantasy, la science-fiction et le fantastique. La règle d'or du fantasy, c'est la place de la magie et le surnaturel dans le récit. Dans le fantasy, la magie, le surnaturel, les créatures, etc., tout ce qui fait l'imaginaire fait partie intégrante du monde, même si cela se passe sur Terre. Il y a toujours au moins un peu de surnaturel et elle ne doit pas être l'élément perturbateur. Elle fait partie du background, elle est normale. C'est un autre événement qui fera l'élément perturbateur, à savoir la chose qui poussera le héros à son aventure et à triompher des méchants. Dans le fantastique, l'élément perturbateur est apporté par le surnaturel. Le héros vit une vie normale dans un monde normal et un événement surnaturel va le pousser à l'aventure. Pour la science-fiction, la magie, le surnaturel n'est pas quelque chose de normal car l'univers est basé sur une anticipation plus ou moins avancée des technologies et un futurisme plus ou moins marqué, même s'il y a des exceptions dont je ne parlerai pas, sinon il me faudrait le double du temps. Prenons un petit exemple pour faire simple. Là, nous sommes autour d'une table, au GEM à Poitiers, sur Terre, tout est normal. On est humain, rien de plus, voilà. Et là, je commence à me transformer en dragon. Cela va créer des événements assez inattendus, et peut-être que je vais brûler la moitié de la ville. Il faudra mettre fin à ce carnage. Et en fait, on découvre que Manu est un super-héros qui doit sauver le Poitou. Eh bien, cette histoire, c'est du fantastique, car le fait que je me transforme en dragon est un événement surnaturel anormal dans ce monde, qui survient dans un monde tout à fait normal. Entre guillemets, tout à fait normal. Maintenant, imaginons que je suis toujours un dragon, mais Aurélie est une elfe noire, Manu est un nain, Nathan est un gobelin, et Corentin est un sorcier, un gentil sorcier. Dans un monde entièrement peuplé de créatures surnaturelles, où vivent aussi des humains normaux. Et là, on découvre que Macron est en fait un sorcier nécromancien qui veut raser toute la province, et nous... Finalement, on décide de partir à dos de Pégase pour aller l'arrêter avec nos super pouvoirs magiques. Normal.
Eh bien là, c'est du fantasy. Et pourtant, ça se passe sur Terre et à notre époque. Bien sûr, il y a toujours, comme toujours, des subtilités, mais ce n'est pas... Voilà, on est là juste pour vulgariser. Je vais parler très brièvement de l'histoire de la fantasy, car ça mériterait un épisode entier pour tout parler de l'histoire de la fantasy. C'est complexe. Et d'ailleurs, on dit le fantasy ou la fantasy, il n'y a pas d'importance puisque c'est un mot anglais. La fantasy moderne, principalement la high medieval fantasy telle qu'on la connaît, on la doit au grand J.R.R. Tolkien qu'on ne présente plus, avec son œuvre Le Seigneur des Anneaux. Mais il n'en est pas l'inventeur, il l'a surtout recréé et rendu célèbre. On pourrait remonter à l'Antiquité avec les différentes mythologies à travers le temps, mais la fantasy telle que je vous l'explique au sens littéraire, on remonte ça à la naissance du fantasy au sens littéraire de laquelle je vous présente. Sa naissance est à peu près à la fin du XVIIIe siècle avec des auteurs principalement britanniques et déjà connus pour faire du fantastique. Quelques auteurs français et allemands ont aussi fait des récits, mais c'est aux États-Unis avec l'apparition de la revue Pulse qu'on fait connaître les Weird Tales de Robert Howard avec son célèbre Conan le Barbare. C'est là le début de l'heroic fantasy. Puis plus tard, Howard Philip Lovecraft donnera naissance à l'inspiration de Donjons et Dragons ainsi que d'autres auteurs suivants. Mais c'est effectivement après la guerre, après la Seconde Guerre mondiale, à l'arrivée du Seigneur des Anneaux de J.R.R. Martin, qu'on voit réellement que la fantasy va réellement prendre un tournant. Ensuite, il y a eu quelques autres auteurs proches de Tolkien, comme C.S. Lewin du monde de Narnia, et puis plus tard Terry Pratchett qui inventera le light fantasy, Michael N avec l'histoire sans fin, et etc. Il y en a plein. Et enfin, plus récemment, J.K. Rowling avec Harry Potter, J.R.R. Martin avec Trône de Fer, Andrzej Sapkowski avec Le Sorceleur, etc. Pour finir très rapidement, une liste non exhaustive des sous-genres de la fantasy, sans entrer dans le détail, vraiment très très rapide, puisque je ferai sûrement un épisode sur les sous-genres. Le high fantasy, ça se passe dans un monde inventé. Le low fantasy, ça se passe sur Terre. Le medieval fantasy, assez vaste, mais globalement toujours dans une époque d'inspiration médiévale. L'heroic fantasy met en scène un héros solitaire qui sauve les fesses des autres. Le fantasy historique se passe dans notre monde, dans nos passés, avec du surnaturel. La fantasy arthurienne met en scène le roi Arthur, Merlin, etc. L'urban fantasy, globalement, ça se passe sur Terre à notre époque. La fantasy animalière, en gros, les méchants, les héros, c'est des animaux qui parlent. La fantasy mythologique, c'est la mythologie. La science fantasy, c'est trop compliqué. La life fantasy, c'est humoristique. La dark fantasy, ça fait peur, les méchants qui gagnent et gros. Et voilà. Bien sûr, tout le long, je parle de littérature, mais ça s'arrête pas là. Il y a aussi des films, des séries, des bandes dessinées, du JDR, tout ce qu'il y a sur Internet, etc. La musique aussi, voilà. Merci pour cette rubrique. Merci Tristan, on applaudit avec les mains, mais on est ravis de ta rubrique. Et donc, si je comprends bien, toi, c'est la fantasy qui fait partie de tes passions et non pas le fantastique. En préparant l'émission, tu m'avais dit que la fantasy est une passion et que tu as un intérêt spécifique finalement au milieu de la fantasy. Oui, alors en fait, la fantasy de manière globale, c'est une passion. Et j'ai un intérêt spécifique sur précisément mon monde à moi que j'ai créé, un monde entier avec 2 romans qui devraient sortir dans les années qui suivent. Voilà, ça c'est plutôt mon intérêt spécifique, mais la fantasy en global, le genre de l'imaginaire est une sorte de passion. Plus la fantasy fantastique parce que le science-fiction je suis un peu moins... Voilà. Ouais. Bon, j'ai hâte que tu puisses nous parler aussi en détail de ces livres-là en dehors de l'antenne ou à l'antenne sur une prochaine émission. Merci beaucoup Tristan. Donc là, on a parlé de médiéval fantasy. Oui, puis pour les sous-genres, c'est vraiment bref. Hein. Ouais, il y a même des choses qui sont pas forcément... Mais vraiment, je reviendrai plus spécifiquement là-dessus. Ouais. Et j'allais faire la transition avec la médiéval fantasy, puisque Nathan, toi, ce n'est pas médiéval, mais c'est
L'escrime artistique de spectacle. Escrime artistique de spectacle. À toi de nous parler de ça maintenant, Nathan. Bah, oyez. Donc déjà, qu'est-ce que l'escrime artistique de spectacle ? Eh bien, c'est à la fois une adaptation de l'escrime moderne des Jeux Olympiques, et c'est aussi, c'est un sport inspiré des films de KPDP que vous avez l'habitude de voir avec Zorro, Pirates des Caraïbes qu'on entend derrière, puis Kaamelott, des Trois Mousquetaires et j'en passe. Alors déjà, vous allez me dire, mais attends, qui a créé ces disciplines ? Eh bien, je réponds à la question, c'est Claude Cariès qui a inventé ces disciplines dans les années 50 à l'Académie d'Armes de France à Paris. Et du coup, comment il a créé ces disciplines ? Eh bien, il s'est entièrement basé sur les techniques d'escrime anciennes en les adaptant de manière plutôt spectaculaire et théâtrale, comme par exemple, au lieu que la personne transperce directement la personne qui est en face d'elle au niveau de la gorge, eh ben, elle va plutôt la transpercer sur le côté de la gorge. Ou sinon, pour trancher son bide, la personne va plutôt trancher avec le plat de la lame et non le tranchant de la lame. Et oui, parce que sinon, si la personne fait ça, là, le spectacle, il est mort, il est fini. Après, dans l'escrime artistique, il y aura plusieurs styles d'escrime. Il y aura à la fois l'escrime médiéval, donc l'escrime, on manie les armes d'époque médiévale. L'escrime, on manie les armes d'époque de la Renaissance, donc l'escrime grand siècle, on maniera l'épée de cour, la rapière, les sabres de pirates et j'en passe. Et il y aura aussi l'escrime au sabre laser, donc là on est plutôt dans la catégorie escrime intemporel. Il y aura aussi l'escrime de loisirs, on maniera plutôt des armes en plastique noir polypropylène qui servent généralement pour initier les nouveaux venus dans un club. Et quand je parlais d'escrime médiéval, on maniera des fois l'épée à une main donc courte, l'épée à une main et demie bâtarde, l'épée à deux mains fin du Moyen-Âge, et aussi un modèle que personne n'a jamais connu dans le temps, qui est assez impressionnant à voir, qui va à peu près la taille entière d'un être humain, qui est la Claymore écossaise, ou alors la Zweihander espadon allemande. Et ce qui est bien dans cette discipline, c'est que on n'apprend pas que à manier l'épée. C'est un truc que beaucoup de gens aimeraient bien dans l'escrime, enfin dans les qu'ils aiment dans l'escrime, c'est porter des costumes d'époque, comme par exemple porter des chemises, des tabards et j'en passe. Et puis pour le grand siècle, ce sera plutôt des chemises à jabot, casaque, enfin incarner un pirate à mousquetaire et j'en passe. Puis je crois que j'ai fait le tour, ouais, je crois. Super, merci Nathan. Alors à noter pour les auditeurs que Nathan n'a pas préparé d'écrit par rapport à ça, mais connaît vraiment par cœur ce sujet-là. Est-ce que autour de la table, il y a des gens qui auraient des questions à poser à Nathan ? Moi je trouve ta passion fascinante, Nathan. J'aurais aimé savoir où c'est que tu peux pratiquer ce genre d'activité sur Poitiers. Il y a des clubs qui peuvent proposer aux adhérents. Alors oui, tout à fait. Il y a mon club d'escrime qui est situé à la Pépinière, au complexe sportif de Michel Amand. Alors bien sûr, alors ça où j'ai failli dire que ce ne soit pas attendu, mais je suis un peu bête. Évidemment que ma troupe ne sera pas, puisque alors de base c'est là où une fois quand j'avais annoncé ça à ma troupe, j'aurais dû demander d'abord l'accord à Maître d'Armes de faire l'émission, mais c'est là où je reconnais mon erreur. Mais sinon je me dis, sinon je dirais pas à ma troupe que j'ai fait une émission radio. Je pense qu'il serait ravi de savoir que tu parles positivement de ta discipline et qu'il serait ravi de ça. Oui, ça c'est sûr. Donc du coup, je reprends. Donc, si vous voulez pratiquer ma discipline, rendez-vous au complexe sportif de Michel Amand à la Pépinière. Et du coup, en niveau jour, ce sera le vendredi soir de 20h à 22h et le samedi de 14h à 17h30. Ouais. Il se trouve que... Enfin, je voulais savoir si jamais tu as des personnes qui s'inscrivent à ces clubs d'escrime de spectacles et qui veulent par exemple participer dans des spectacles ou des films, comment ils font est-ce qu'ils doivent postuler auprès de studios Personnellement... tout ce qui compte, c'est que quand vous voyez des spectacles de combat d'épée dans la rue, l'important c'est que ça vous intéresse et que vous ayez envie de faire comme Zorro, Henri de la Gardère, D'Artagnan, Cyrano, et que vraiment ça vous intéresse. Comme perso moi, pourquoi j'ai décidé de m'inscrire, dois-je dire, à pratiquer ces disciplines, parce que un mes oncles maternels en a fait dans le temps, puis le Puy du Fou m'a influencé, les films de KPDP comme Zorro, Pirates des Caraïbes et j'en passe. Vraiment tout ça m'ont permis de créer d'origine, m'ont permis de pratiquer ces disciplines et de me démontrer aussi que malgré l'autisme, on peut pratiquer l'escrime artistique de spectacle. Alors j'ai pu bien dire ça parce qu'une fois on avait engagé
une personne qui était comme en situation de handicap, qui était malvoyante, et elle en a fait une démonstration une fois, abusée, et vraiment tout le monde était épaté, et puis mon maître d'armes n'a pas hésité à préciser qu'elle était malvoyante, et c'est là où en effet on a pu démontrer quelque chose d'intéressant pour l'escrime artistique. Et oui, il y a de la place pour tout le monde un peu partout. Merci beaucoup Nathan de nous avoir donné ce message-là. Puis l'escrime artistique est autant ouvert autant aux femmes, aux hommes et aux enfants, tout. Merci Nathan. Merci beaucoup à vous deux d'avoir pu partager vos intérêts spécifiques. C'est aussi un plaisir au GEM que de laisser la place aux adhérents pour pouvoir parler donc de leurs intérêts spécifiques, parce qu'encore une fois, c'est pas parce que il y a des particularités ou de l'autisme qu'on ne peut pas donc passer à la radio et avoir de la place pour s'exprimer. Donc merci encore. Probablement qu'une prochaine fois, on pourra continuer sur l'univers de la fantasy. Oui, mais avec plaisir. Merci à vous. Et peut-être sur l'escrime artistique aussi, à voir. Pas de problème. Ok. Tout de suite, nous vous proposons une musique du groupe Astérotypie qui s'appelle Colère. Ce qui me met en colère, c'est quand les gens se moquent de moi. Ce qui me met en colère, c'est quand parfois on me crie dessus pour des choses qui sont vraiment pas importantes. J'en ai marre qu'on me crie dessus pour rien, juste parce que je me décortique le nez. J'en ai marre, c'est nul, c'est dégoûtant, je l'accorde, mais c'est tellement pas important. J'ai insulté personne, je n'ai frappé personne, c'est pas grave. J'en ai marre, mais ils s'en foutent. C'est ça qui me met en colère, c'est ça qui me met en colère, c'est ça qui me met en colère, je n'y comprends rien. C'est ça qui me met en colère, 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 c'est ça qui me met en colère. C'est ça qui me met en colère, c'est ça qui me met en colère, c'est ça qui me met en colère. L'autre fois on m'a crié dessus parce que j'ai senti une chaussette pour voir si elle était à moi, je n'y comprends rien. Mon père aussi me crie dessus. Je veux des choses, il me dit non, j'en ai marre. J'en ai marre des contraintes, le conditionnement tous les lundis. Les échauffements de théâtre, ce sont des contraintes tous les lundis, j'en ai marre. J'aime pas qu'on me dise, il faut que tu dormes la nuit. Il faut que ça s'arrête maintenant. Je n'aime pas non plus quand je vais dans un magasin et qu'il est fermé, ça m'énerve. Quand il y a un anniversaire à l'hippopotamus, ils mettent la musique fort. Si je commande des huîtres au restaurant et que le serveur me dit « Désolé monsieur, il n'y en a plus !» Quand les gens se moquent de moi dans les centres commerciaux et qu'ils disent « Ha ha, ha ha !» Regardez, il fait le fou, il s'excite. Ha ha, il secoue des mains. Alors je prends mon portable, je les prends en photo pour me venger, pour les emmerder. Ce qui me met en colère, c'est qu'il y a des gens qui disent que je suis fou. Ce qui me met en colère, c'est qu'il y a des gens qui disent que je suis fou. Ce qui me met en colère, c'est qu'il y a des gens qui disent que je suis fou. C'est qu'il y a des gens qui disent que je suis fou. C'est ça qui me met en colère. 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 STYLFM, Style FM, 89.7 et 98.1.
Vous êtes toujours à l'émission Sur la même longueur d'onde du GMTSA de Poitiers, Nacre en ciel. Voici donc la deuxième partie d'émission. Nous ont rejoint donc Amandine. Bonjour. Et donc notre très cher Jérôme. Salut les petits canailloux. Salut Jérôme. Et vous venez juste d'écouter donc le groupe Astéréotypie et la chanson Colère. Donc Astéréotypie qui est un groupe de musique dont le chanteur et les artistes sont autistes. Je n'oublie pas aussi Ibrahima qui nous a rejoint pour cette dernière partie. Bonjour à tous les auditeurs et à toutes les auditrices. Voilà Ibrahima, tout à l'heure tu nous feras donc ta rubrique de l'éphéméride de Monsieur Ibrahima. Oui, ce sera l'éphéméride consacrée à l'histoire. Et aujourd'hui, l'histoire d'un roi capétien dont je vais vous parler tout à l'heure. Ah merci. Pour commencer, nous retrouvons le deuxième épisode du feuilleton Astéréotypie écrit par Jérôme qui est là et qui va nous laisser écouter ce deuxième épisode. Neurorama. Neurorama. Dans un futur plus ou moins proche, entre aujourd'hui peut-être ou alors demain, les autistes ont pris le contrôle de la planète Dir. La planète Dir étant la planète Terre rebaptisée, car il est préférable de dire les choses plutôt que de les taire. Mais rien n'est facile pour autant, car les autistes récupèrent une planète prête à imploser à cause des non-dits des hommes qui masquent les problèmes au lieu de les affronter. C'est à Poitiers, qui est devenu un haut lieu de l'étude et de l'observation de la neurotypie en France, que l'on retrouve le ponte de la spécialité, le professeur Nicolas Sperger, accompagné de son fidèle assistant, Alex Schizophrène, qui réfléchissent ensemble à la façon de remettre l'humanité sur le chemin de la raison. Résumé de l'épisode précédent. Le professeur tente d'expliquer à son ami les conséquences terribles du mensonge dans notre société. Épisode 2. Lutter contre les conventions sociales. Cela risque tout de même d'être compliqué à gérer en attendant que tous ces gens classiques soient reconfigurés comme il se doit. Un trop-plein de vérité risquerait de les déstabiliser, non ? Mais oui, tu as raison. Cela pourrait même être très dangereux, car on peut difficilement prévoir les réactions consécutives à une telle déstabilisation chez des personnes aussi déséquilibrées que tous ces neurotypiques. Il faut savoir que ces pauvres gens sont noyés dans un océan de règles, la plupart du temps inutiles, voire même absurdes, qui les conditionnent au quotidien. Et on appelle cela les conventions sociales. Eh oui, mais alors que faire ? Il faut faire semblant de rentrer dans leur jeu, leur faire croire qu'on adhère à leur mode de fonctionnement. T'aurais un exemple ? Mais oui, alors, s'ils te disent « J'adore ma vie, mon travail, ma famille, mes amis, je suis tellement heureux, je n'en reviens pas d'avoir du bol à ce point. » Réponds-leur « Oh oui, bien sûr, ta vie est formidable, tu es touché par la grâce divine, mais que j'aimerais être à ta place. » Même si tu as envie de lui répondre « Mais mon pauvre, mais tout ça c'est du fake. Ton travail est un mode d'esclavage moderne qui te permet juste de rembourser tes crédits et qui t'empêche de profiter pleinement de ta vie et de ta famille. Au bout d'un certain temps, ta femme ne supportera plus tes absences à cause de ton boulot et finira par aller voir ailleurs. Tes enfants aussi, en prenant de l'âge, finiront par ne plus rien avoir à faire de toi. Tes amis, ils sont là parce que tout va bien en apparence. Mais dès qu'il y aura un problème plus grave, ils se transformeront vite fait bien fait en une volée de moineaux. Ok, j'ai compris l'idée, oui. Ou encore. S'ils te disent, moi, je pète la forme, j'ai même pas besoin de faire du sport, je peux manger tout ce que je veux sans prendre le moindre gramme. Tu auras sans doute envie de répondre. Ah mais bien sûr, avec toutes les fiestas que tu fais tous les week-ends, je suis sûr que tu n'as pas 1 gramme d'alcool dans le sang, mais plutôt 1 gramme de sang dans ton alcool. Et il y a de grandes chances que le mot cholestérol ait été inventé pour toi. Si tu fais pas un AVC dans les prochaines années, je comprends plus rien à la physiologie humaine et aux lois du vivant. Mais tu diras plutôt... Absolument, tu es l'Apollon des temps modernes, tu es un exemple pour toutes les futures générations. Ah mais ça c'est dégueulasse. Ah mais de toute façon, quand bien même tu leur dirais la vérité, ils ne te croiraient pas et ils se fâcheraient avec toi. Autant les caresser dans le sens du poil en attendant de pouvoir les reconfigurer. Oui, enfin bon, quand même, ce n'est pas très cohérent. D'un côté, vous me dites qu'il faut dire la vérité pour que les gens prennent conscience de certaines choses. Et d'un autre côté, vous me dites que ce n'est pas si important parce que, de toute façon, ils s'en foutent. Alors... Ah mais je le sais, Alexis. Mais c'est pas si simple que ça. C'est une question de profond ressenti. Nous devons être en mesure de savoir à qui nous pouvons parler franchement et avec qui nous ne pouvons pas.
Dire la vérité à quelqu'un qui n'est pas préparé à cela peut être source de complications. Mais il y a vérité et vérité. Je prends un exemple. Dire à quelqu'un qu'il est inconscient de conduire sa moto sans casque et que ce n'est pas très responsable, c'est bienveillant. Dire à quelqu'un que son gros nez tout violet est assorti à sa chemise pourpre peut lui faire prendre conscience de son alcoolisme chronique et le mettre mal à l'aise. Pour le coup, c'est plus vraiment bienveillant. Waouh, rassurez-moi quand même, il y en a qui sont incapables d'accepter la vérité, non, parce que sinon, bonjour le chantier. Hein. Oui, non mais bien sûr. Mais certains ont besoin d'un électrochoc pour réaliser qu'ils sont rongés par la neurotypie et qu'il est temps qu'ils s'en libèrent pour devenir de bons autistes sains de corps et d'esprit. C'est que rien que d'y penser, là, j'ai une montée de joie. Et il faut que je me frotte contre un arbre. Ça fait du bien. Oula, doucement, professeur. Vous allez lui provoquer une érection à ce pauvre chêne. Il va nous tomber des glands sur la tête. Tu as raison, Alexis. Calmons-nous. Retournons donc au laboratoire. Nous devons mettre au point, une bonne fois pour toutes, le neuroreconfigurateur. Lorsqu'il sera prêt, nous pourrons alors généraliser son utilisation dans tout le pays. Il me tarde de savoir comment notre premier volontaire réagit aux premiers essais. Le neuroreconfigurateur est une fabuleuse machine qui permettra, lorsqu'elle sera au point, de nettoyer les neurotypiques de toutes ces perturbations cérébrales qu'ils subissent depuis bien trop longtemps maintenant. Terminer les conventions sociales, les mensonges, les idées reçues, les faux-semblants, le second degré et toutes ces choses qui parasitent l'esprit humain. Place sera enfin faite à la vérité sur la planète Dir et dans les cieux. Alléluia! Bon, j'aimerais pas vous saper le moral, professeur, mais on est encore loin du résultat final et ce n'est certainement pas pour demain. J'en ai bien peur. Mais raison de plus pour pas traîner. Le ministère de la désinteraction sociale veut des résultats probants très rapidement. Et pour l'instant, à part avoir fait avouer un cul-de-jatte qui prend les choses par-dessus la jambe, on n'a pas beaucoup avancé, quoi. De retour à l'université, nos deux compères retrouvent leur assistante préférée, Ophélie Printemps. Ophélie, parce que c'est son prénom, et Printemps, parce que Winter s'était déjà pris. Professeur, Alexis, le cochon d'Inde s'est réveillé et il délire sérieusement là. Le cobaye. Ophélie, le cobaye. Quand est-ce arrivé ? À l'heure du goûter. Je lui ai servi une tasse de thé et des petits biscuits et avec de la marmelade et il m'a dit « C'est quoi cette merde ? On n'est pas chez les roast beef ici, je veux un casse-croûte pâté cornichon !» Mais c'est formidable! Ça veut dire qu'il réagit bien au stimulateur cérébrospinal du neuroreconfigurateur. Sinon, il aurait certainement répondu « Thank you, my dear. So British, isn't it? » Ou une connerie dans le genre. Ah bon? Je lui ai quand même apporté un jambon beurre comme je n'ai pas réussi à trouver du pâté. J'ai bien fait, j'espère? Oui, Ophélie, c'est parfait. Allons voir ça de plus près, professeur. Oui, allons voir ça de plus près, Alexis. Mais, professeur, pourquoi vous répétez la même chose que je dis? Mais je répète pas ce que tu dis, Alexis. Si, professeur, vous répétez ce qu'il dit. Mais oui, là encore, professeur, vous venez de répéter ce que je viens de dire. Mais n'importe quoi, je ne viens pas de répéter ce que tu viens de dire. Si, professeur, vous venez de répéter ce qu'il vient de dire. Cela voudrait-il dire que nos deux scientifiques touchent enfin au but? Le neuroreconfigurateur serait-il enfin opérationnel? Le fol espoir de débarrasser enfin la planète de toute cette neurotypie serait-il enfin sur le point d'aboutir? Avez-vous remarqué qu'il y avait 4 fois le mot « enfin » 5 fois même, dans ce paragraphe? Est-ce que le professeur répète vraiment ce que dit Alexis? Si, contrairement à Dorian, vous ne vous en battez pas l'ec, ne le saurez certainement pas en écoutant le prochain épisode de Neurorama. Mais écoutez-le quand même. Neurorama, le feuilleton radiophonique du GEM TSA 86, Nacranciel. Écrit par l'inexcusable Jérôme Brual. Avec, dans le rôle de l'excellent professeur Nicolas Sperger, la non moins excellente Aurélie Gaillou. Dans le rôle de l'étonnant assistant Alexis Offren, le non moins étonné Corentin Boucherie. Dans le rôle de l'innocente assistante Ophélie Printemps, la délicieuse Doriane Deparois. Dans le rôle du narrateur, le fantôme de votre esprit, venant tout droit de la planète Schizophrénia, le toujours aussi inexcusable Jérôme Brual. Dans le rôle du neuroreconfigurateur, le neuroreconfigurateur Herself. À la technique, au montage
et autres fantaisies sonores, l'imperturbable Romain Goulon. Pour l'émission Sur la même longueur d'onde, quand les autistes surfent sur les ondes de Radio Style FM. Sur la même longueur d'onde. Oh, c'était cool. Heureusement que les micros étaient coupés parce qu'on aurait saturé le son, je crois. Merci Jérôme de la plume, toujours aussi bonne, quoi. Donc c'était le deuxième épisode donc de Neurorama et non pas d'Astérotypie, désolé. Et Corentin, toi qui es toujours autour de la table, est-ce que tu aurais un petit mot à donner de ton expérience sur ces enregistrements ? Du coup, sur ce deuxième épisode, c'est toujours un réel plaisir de participer à ce projet. Je suis vraiment fan de la plume de notre ami Jérôme. Le trait d'humour est toujours incroyablement amené. C'est vraiment une série que moi-même j'aime suivre, donc je me doute que ça plaira au plus grand nombre. Bah oui, c'est génial. Ouais. Sans transition, et merci encore pour Neurorama, voici maintenant les actualités du GEM. Nous avons donc retrouvé Amandine pour les actus du GEM. Eh bien, on va commencer par ces actualités du GEM, par un super projet qui va être porté par Thomas, notre volontaire en service civique, qui portera sur l'impression 3D. Il nous en parlera un peu plus précisément le 19 décembre. Ok, super. Le mercredi 11 décembre, le GEM fait une sortie à la SAFT. Pourquoi ? Parce que la SAFT, une société de Poitiers, a décidé de nous accorder une subvention. Alors, merci beaucoup à la SAFT. Merci à eux. On va tout de suite, décaler de quelques jours le vendredi 13 décembre où nous fêterons avec les adhérents la fête de Noël. Au programme, buffet, bûches de Noël, jeux et plein de belles surprises et de cadeaux. On se retrouvera également le samedi, donc le lendemain, pour un chocolat Asperger ou un café Asperger. Donc ce temps est ouvert à tous, donc n'hésitez pas à venir pour découvrir le GEM si vous le souhaitez. Toujours sur des fêtes de Noël, le samedi 7 décembre, nous allons aller au marché de Noël de Saint-Georges-les-Baillargeaux, car les organisateurs ont prévu d'offrir les bénéfices de la buvette au GEM TSA. Donc si vous voulez rencontrer donc Aurélie, Corentin et d'autres adhérents du GEM, ils seront présents le samedi après-midi. Un groupe de parole assez important qui va se passer au mois de décembre, c'est un groupe de parole sur la MDPH. Voilà, beaucoup d'adhérents ont beaucoup de questions sur la MDPH, comme leur fonctionnement, comment et pourquoi les réponses sont établies comme ceci, également comment écrire et comment monter son dossier ou encore comprendre les droits de la MDPH. MDPH qui est donc la maison départementale des personnes handicapées. Et pour finir, et Aurélie m'a rejoint pour ça, nous sommes allés, Aurélie et moi-même, hier à un rassemblement hip-hop sur la participation au pouvoir d'agir des personnes en situation de handicap. Aurélie, qu'as-tu pensé de cette journée ? Je pensais que ça allait être de la danse et je suis hyper déçue. Non, j'ai passé un excellent moment extrêmement riche. On devait être 300 personnes, il me semble. Des personnes en situation de handicap et des personnes qui n'étaient pas en situation de handicap d'ailleurs, avec des structures diverses, en tout cas, qui sont autour du handicap. Il y avait d'autres GEM TSA et puis d'autres structures qui n'ont rien à voir avec l'autisme d'ailleurs. Je ne peux pas résumer ça, mais je suis extrêmement contente. Ouais. Ça a donné beaucoup de motivation, notamment parce que grâce à Hip Hop, il y a toute une énergie autour de la formation professionnelle des pères aidants, quelque chose que toi Aurélie pourrait te plaire potentiellement. C'est sûr. On a pu aussi entendre le groupe d'entraide mutuelle l'Étoile Bleue, donc Emma Franzoni qui en est la présidente et qui propose en interne de son GEM des formations sur les référents pairs pour permettre en fait de faire vivre vraiment la paire aidance au sein de son GEM, peut-être quelque chose sur lequel on pourrait s'inspirer. Pardon. Et on a eu aussi accès donc au savoir de Ève Gardien, qui est donc chercheuse en sociologie à Rennes 2, qui nous a parlé des concepts de savoir expérientiel rare, des choses à trouver chez les personnes qui ont une expérience, qui vivent des choses et qui trouvent des solutions qui peuvent être utiles pour les autres. Voilà, donc c'était une très belle journée qui va nous donner encore plein d'énergie à faire plein de nouveaux projets au GEM. Cette édition des actualités est désormais terminée et donc maintenant nous accueillons Ibrahima
Pour la rubrique de Monsieur Ibrahima, c'est l'éphéméride du jour. Bonjour mesdames et messieurs, je tiens d'abord à me présenter. Je pense que avec le temps, 3 émissions, vous avez dû me reconnaître. Je suis Monsieur Ibrahima qui présente l'éphéméride historique à la radio Style FM au GEM de Beaulieu. Mesdames et messieurs, je vais essayer de vous présenter l'éphéméride d'aujourd'hui en fonction de la date, puisque nous sommes le 29 novembre. D'être plus concis, précis, je vais tout vous expliquer. Aujourd'hui, je vais vous parler du roi de France, Capétien, Philippe IV, surnommé le Bel, à cause de sa belle prestance. Il avait une belle figure, c'est vrai, il était beau. Il régna du vendredi 5 octobre 1285 au vendredi 29 novembre 1314, jour de sa mort. Il a été sacré roi de France assez jeune, à 18 ans, en la cathédrale de Reims, le dimanche 6 janvier 1286. Son père, Philippe, troisième du nom, est mort à 40 ans et on l'a surnommé le Hardi. Et sa mère, Isabelle d'Aragon, est morte à 24 ans. D'abord, je tenais à vous dire que si j'évoque ce roi capétien, c'est parce que notre association, le GEM de Beaulieu, se situe au 21 place Philippe le Bel. Et que ce vendredi 29 novembre 2024, nous célébrons les 710 ans de la mort du roi de fer. Philippe IV le Bel a renforcé la monarchie centralisée capétienne de ses prédécesseurs. Il voulut mettre un terme à la puissance des grands féodaux dans le royaume de France et créer un État laïque, et il dévalua la monnaie plusieurs fois, ce qui lui valut le surnom de roi fou-monnayeur. Il lutta contre l'ordre de chevalerie des Templiers, dont il jalousiait la puissance et s'en inquiétait aussi. Et il lorgnait sur leur richesse. Car, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les Templiers étaient les banquiers des rois et des papes dans toute l'Europe occidentale. Au cours d'une vaste opération policière, Philippe IV le Bel ordonna leur arrestation dans tout le royaume le vendredi 13 octobre 1307. Et il fit torturer et exécuter tous ses chevaliers au printemps 1310. Enfin, il obtint du pape Clément V, qui avait été élu à Avignon, à Rome plutôt, en 1305, après la mort du pape Benoît XI, il s'appelait Bertrand de Gaulle, ce pape. Et bien, qu'est-ce qu'il a obtenu du pape ? Il a obtenu la suppression de cet ordre de chevalerie le lundi 3 avril 1312. Enfin, Philippe IV le Bel a voulu et obtenu de Clément V que Jacques de Molay, dernier grand maître de l'ordre des Templiers, soit exécuté. Il a été brûlé vif sur l'île de la Cité à Paris, qu'on appelait l'île aux Juifs, le lundi 18 mars 1314. Paradoxalement, le pape meurt un mois après le supplice de Jacques de Molay, le samedi 20 avril 1314, et le roi de France la même année, mais à la fin d'année, le 29 novembre, au cours d'une chasse où il aurait vu une croix dorée entre les ramures d'un cerf. Si j'évoque cet événement, c'est que Jacques de Molay aurait lancé une malédiction du haut de son bûcher, maudissant le roi de France, le pape et le légiste de Philippe IV, Guillaume de Nogaret, qui persécutait les Templiers. Les 3 fils de Philippe IV, Louis X, dit le Hutin, 1289-1316, n'avait qu'un seul fils, mort après 5 jours d'existence, Jean Ier, surnommé le Posthume. Puis, Philippe V, surnommé le Long, 1293-1322, et Charles IV, surnommé le Bel, 1294-1328, sont morts tous les 3 sans descendance masculine. Ce qui marqua la fin de la descendance directe du premier capétien, Hugues Ier Capet, né en 940 et mort en 996. Les Capétiens succéderont dorénavant par des cousinages.
les Valois et les Bourbons jusqu'à la Révolution française et jusqu'à l'abolition de la monarchie en l'an 1792, date de la proclamation de la Première République française. Vive la France! Style FM. À Neuville-de-Poitou et à Loudun, 89.7 et 98.1. La radio du Nord-Vienne. Bravo Ibrahima, c'était super. Merci, il y a tout le monde qui gesticule autour de la table pour pas faire de bruit. Vas-y, oui. Je voudrais terminer par le fait que le roi de la 13e génération, parce que sur la malédiction des Templiers, Jacques de Molay avait dit que le roi qui serait maudit au bout de la 13e génération serait... en fait, le roi de la 13e génération qui l'a maudit, c'est Louis XVI. Quoi. Quand il a dit pape Clément, roi Philippe, chevalier Guillaume, maudit, vous serez tous maudits jusqu'à la 13e génération de vos races. Le roi de la 13e génération maudit par le grand maître de l'ordre des Templiers, c'est Louis XVI. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup Ibrahima, c'était très clair, ton texte était très bien lu avec beaucoup d'énergie, ça fait vraiment beaucoup de bien de t'entendre comme ça. Dernière rubrique de notre émission, nous retrouvons Corentin pour les questions des auditeurs, puisque aujourd'hui nous avons reçu des questions des auditeurs. Questions des auditeurs. Waouh, tu fais super bien le chat. Merci. Eh bien, bienvenue pour cette rubrique du coup de chaque émission. Cette fois-ci, nous avons effectivement la chance d'avoir eu des questions de nos auditeurs. On commence avec notre première question qui nous a été posée par Cindy. Merci Cindy. Si on est sensibilisé aux neuroatypies et que l'on pense percevoir des choses chez quelqu'un en souffrance, quel support utiliser ou vers quelle piste les renvoyer pour l'amener en douceur vers cette possibilité sans qu'elle se sente stigmatisée ou blessée. Je pourrais reformuler ça simplement, si on détecte quelque chose dans un comportement de quelqu'un de notre entourage, comment l'aider au mieux pour l'orienter vers ce qui peut exister de mieux dans notre ville. Je t'en prie, Aurélie. La question est délicate. En fait, elle est plus délicate que ce qu'on imagine parce que souvent, sous couvert de bienveillance, et je dis ça parce que, petite parenthèse, j'ai beaucoup discuté de ce sujet avec un certain nombre de personnes. Et là où c'est délicat, c'est qu'on peut se dire avec toute la bienveillance du monde, tiens, la personne, je remarque qu'il y a des choses. Et on oublie de se demander, mais est-ce que la personne est prête et en capacité à ce moment-là de recevoir ce type d'information ? Parce qu'on se dit, ça va être forcément mieux, parce que mon parcours, ça m'a aidé, mais peut-être que l'autre n'est pas du tout en état de ça. Je pense que c'est plutôt ça qui va être délicat, et la question reste pertinente. Ça commence déjà effectivement par un travail d'acceptation sur soi qui peut être assez délicate, effectivement. Après, si tu as une réponse... À titre personnel, non. De toute façon, la bienveillance, dans ces cas-là, c'est la meilleure manière d'accompagner les personnes si elles en ressentent le besoin. Après, l'outil idéal, simplement, se renseigner sur les dispositifs existants et puis venir au GEM. C'est pas bête, ça. Pour ne pas le citer. Oui, parce que pour redonner une des missions du GEM, c'est aussi d'informer. Et c'est vrai que les personnes qui sont en questionnement par rapport au fait qu'ils puissent vivre un autisme ou un trouble neurodéveloppemental comme le TDAH, par exemple, peuvent très bien venir au GEM pour qu'on prenne un café et qu'on discute de tout ça. Voilà. Et c'est le cas aussi des proches. On peut très bien sur une journée recevoir un proche pour discuter de ça, justement pour réfléchir à comment peut-être trouver les bons mots, genre de choses. Il n'y a pas de réponse universelle, mais en tout cas on est ouvert à discuter de ça. Voilà Cindy, j'espère que ça a pu répondre à ton interrogation. On va passer du coup à une deuxième question qui nous a été posée cette fois-ci par Katou. Est-ce que... Non, c'est tout. Est-ce que... Ah, c'est très pertinent. Alors, moi j'ai envie de dire oui, mais pas uniquement. Alors effectivement, mais la question c'est est-ce que ça ne définirait pas l'antithèse de ce que ça pourrait évoquer ? Est-ce que ça ne pourrait pas être aussi ? Ni pour, ni contre. Bien au contraire. C'est ça, voilà, je savais que j'ai oublié un truc. Jérôme, tu aurais peut-être quelques réponses à apporter à cette Katou ? Je dirais tout simplement que effectivement, le questionnement par rapport à l'autisme, un point d'interrogation, ça résume tout. C'est plutôt ça, effectivement.
Voilà Katou, j'espère que ça a pu répondre à cette brillante interrogation. En tout cas, c'était effectivement intéressant. Oui, bah oui, hein, les plus grands philosophes n'ont pas réussi à trouver une réponse et nous, aujourd'hui, nous avons réussi, c'est merveilleux. On ne l'aura pas ce soir. La réponse, je tiens à préciser. Si vous voulez nous envoyer des questions pour cette rubrique, vous pouvez nous envoyer un mail à nacre.en.ciel@gmail.com ou nous retrouver sur Facebook J'aime TSA Poitiers. N'hésitez pas, c'est avec plaisir que nous y répondrons dans cette chronique. La fois prochaine. Nous voici donc à la fin de cette 3e émission. Voici le moment des remerciements. Merci beaucoup Romain d'avoir pu assurer la technique et d'avoir pris tout ce temps en amont de l'émission pour préparer tout ça. Merci Romain. Oui. Merci à tous les participants, donc dans le désordre. Merci l'auditeur. Oui. Et l'auditrice. Donc il y avait aujourd'hui Aurélie, Corentin, Amandine, Ibrahima, Jérôme, Nathan, Vincent et Tristan. Et je crois que j'ai oublié personne. Merci tout le monde. Si vous avez un dernier mot, c'est le moment. Sinon, nous nous retrouverons donc le vendredi 20 décembre. Ciao les petits clous. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Sur la même longueur d'onde. 숨 쉬고 싶어 이 밤이 싫어 이젠 깨고 싶어 꿈속이 싫어 내 안에 갇혀서 난 죽어있어 Just wanna be lonely Just wanna be yours 왜 이리 깜깜한 건지 네가 없는 이곳은 위험하잖아 망가진 내 모습 유해줘 날 나 돈을 잡을 수 없어 내 심장 소리 들어봐 잘못대로 널 부르잖아 이 까만 어둠 속에서 너는 이렇게 빛나니까 그 손을 내밀어줘 Save me, save me I need your love before I fall 그 손을 내밀어줘 Save me, save me I need your love before I fall 그 손을 내밀어줘 Save me, save me Save me, baby 손을 내밀어줘 Save me, save me Save me, baby Save me, save me 오늘 다른 빛나 내 기억 속에 빈칸 날 삼켜버린 이 lunatic Please save me tonight 어린 감기 속 나를 구원해주리 나 알아줘 널 안 구원해요 내 삶의 불면 아픔을 감싸줄 유일한 손길 The best of me 난 너밖에 없지 나 다시 웃을 수 있도록 더 높여줘 네 목소리 내 심장 소리 들어봐 제멋대로 널 부르잖아 이 까만 어둠 속에서 너는 이렇게 빛나니까 그 손을 내밀어줘 Save me, save me I need your love before I fall 그 손을 내밀어줘 Save me, save me I need your love before I fall 그 손을 내밀어줘 Save me, save me Save me, baby 그 손을 내밀어줘 Save me, save me Save me, baby 고마워 내가 나게 해줬어 넌 내게 나게 해줬어 꼭 이토록 나게 해줬어 답답하도 나게 해줬어 꿈속에만 살던 날 깨워줬어 널 생각하면 날 깨웠어 슬픔 따윈 나게 해줬어 Thank you 우리가 돼줬어 그 손을 내밀어줘 Save me, save me I need your love before I fall